Salut bande de trilobites, et oui, ça fait longtemps, et oui, comme vous le voyez, il y a un petit peu de changement. Et maintenant que j'ai une pièce avec un décor, les vidéos vont pouvoir reprendre un peu. Et pour ceux qui découvrent ma chaîne, je suis Cédric Jurassic, et mon truc à moi, c'est la paléontologie, donc les dinosaures, mais pas seulement, aussi les animaux en général, leur histoire, leur évolution, leur origine, et ça tombe bien puisque trouver l'origine des choses, c'est un petit peu le principe du sponsor d'aujourd'hui. J'ai nommé MyHeritage avec un M et un H majuscule s'il vous plaît. Comme je l'ai dit, trouver l'origine des choses, c'est un peu parmi les principes de ma chaîne. Bah là, c'est un peu pareil, mais un peu moins loin et un peu plus personnel, on va dire. Et oui, MyHeritage, c'est un site qui vous permet de retracer votre arbre généalogique sur plusieurs générations, juste avec les noms des membres de votre famille et une base de données de 19 milliards de documents historiques. Et ça marche aussi sur les origines à l'étranger. Moi, par exemple, j'ai découvert que j'étais mort en 1989 en fait. Non, je déconne, c'est juste quelqu'un qui avait le même nom que moi. De toute façon, j'ai pas vraiment de date de naissance puisque je voyage dans le temps, tout ça. Bref, si vous aussi ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre les 90 millions d'autres utilisateurs du site et vous aussi faire votre arbre généalogique et vous servir d'outils très pratiques comme l'Instant Discoveries qui va te proposer des personnes pouvant faire partie de ta famille via tes informations fournies. C'est très intéressant et il y a des chances que vous appreniez des choses sur votre propre histoire. D'ailleurs, j'ai aussi demandé à un proche de tester et il a vraiment été surpris de l'efficacité du site. En quelques heures, il est remonté jusque dans les années 1500. En gros, vous rentrez les infos que vous avez et très rapidement, vous avez des chances que le site vous donne des infos supplémentaires. Et peu à peu, vous pouvez remonter très loin. Et il y a même parfois de vieilles photos que vous pouvez remettre en HD grâce à leur outil. Et en plus, vous avez le droit à un essai gratuit de 14 jours, et si après ces 14 jours, vous décidez de poursuivre l'aventure, vous aurez une réduction de 50% sur votre abonnement en cliquant sur le lien en description. Et let's go, le site numéro 1 pour créer facilement votre arbre généalogique. En tout cas, merci MyHeritage d'avoir sponsorisé la vidéo. Je vous rappelle que si ça vous intéresse, c'est 14 jours d'essai gratuit et après c'est moins 50%. De toute façon, vous avez tout ça en lien dans la description. Je vous rappelle aussi que ce sont vos ancêtres proches sur quelques générations, à part pour moi, parce qu'en plus d'être youtubeur, à côté je suis chaman, donc je peux voyager dans mes vies passées, etc. Mais c'est pas à la portée de tout le monde, vous verrez sans doute ça un jour plus tard. Mais en attendant, en tout cas, on reprend. Salut les trilobites, dites-moi, est-ce que vous connaissez l'Ailuropoda melanoleus? Normalement, vous allez me dire non, et c'est bien normal, puisque c'est un nom scientifique que personne ne connaît. Mais par contre, si je vous dis le panda, plus exactement le panda géant, voilà, là tout le monde le connaît, le très célèbre nounours noir et blanc. Par contre, est-ce que vous connaissez la théorie conspirationniste qui dit qu'en fait les pandas n'existent pas et que ce sont en fait des mecs déguisés? Non, alors, les créationnistes, je veux bien, les complots, pourquoi pas, les platistes, si tu me payes très cher, mais alors les pandas négationnistes? Non, je déconne pas, non, mais je peux pas débunker ça, c'est trop à moins que... Salut les trilobites, si vous faites partie de ceux qui croient aux fossiles. Je suis là pour vous parler d'un des plus grands mensonges de notre histoire, les pandas. Sans déconner, vous avez sans doute déjà vu des vidéos de pandas dans des zoos, enfin, si vous créez aux zoos bien évidemment, mais ces vidéos qui font des millions de vues parce que oh là là, il est trop mignon, il est si maladroit, vous trouvez pas ça bizarre? C'est un animal sauvage. Comment ça se fait qu'il sache faire de la balançoire dans un pneu ou qu'il sache prendre un bain? Ça se voit que c'est en fait des mecs déguisés. Et ça là, vous allez peut-être me dire que c'est pas un humain. Ou celui-là. Oui, bon lui il est un peu moins réussi parce que forcément il y a eu plusieurs versions de ces fameux pandas. Ah ouais, vous me croyez pas, parce que pour vous ça vous paraît logique qu'un animal sauvage à la base soit si maladroit et si mignon. Alors que c'est un ours, donc carnivore en plus. Mais soi-disant il mangerait que du bambou. Qu'il arrive à choper avec un deuxième pouce, sans compter qu'en plus apparemment ça baisse jamais, ça se reproduit 2 fois par an. Et quand ça y arrive, ça pond des larves. Non mais et en plus le pire, vous savez où c'est censé vivre les pandas? En Chine. Et vous savez ce qu'on trouve en Chine? Des Chinois, comme par hasard. Même le nom panda. Ouais, ça c'est grâce à mes propres recherches. Donc maintenant je peux vous le dire, les pandas c'est juste une invention humaine. À la base c'est une mascotte anti-racisme. C'est pour ça qu'il est à la fois noir, à la fois blanc, à la fois asiatique. Ça a tellement bien marché que le gouvernement chinois de Chine a racheté le concept. Mais bon, on sait très bien qui c'est qui dirige tout ça au final. Eh oui, les Illuminati, pandas satanistes.
Et hop, ça va aller 2 minutes, hein, parce que je pense que ce nouveau personnage va vite me saouler. Ah bah voilà, comme par hasard, encore une fois on me censure parce que la vérité vous fait trop peur, bande de moutons. Alors s'il te plaît, tu laisses les moutons en dehors de ça, hein, et va te protéger de la 5G sur l'autoroute. Hein. Donc, vous voyez d'où ça vient, hein, l'origine de ça, hein, bah, c'est en fait juste un message d'un mec sur le site de Reddit qui n'avait jamais vu de panda de sa vie. Et vous savez comment ça fonctionne, hein, ça a été repris, amplifié, ça a fini sur TikTok et... Bravo, vous êtes sur Internet. Et moi, je me sers de ce prétexte pour faire une vidéo sur un animal qui fait beaucoup de vues, parce que après tout, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que le gouvernement chinois qui en profite. Salut les trilobités, oui ça doit faire la 3e ou 4e fois que je le dis, hein, et bienvenue pour une vidéo sur un animal actuel qui existe, enfin qui existe encore en tout cas en 2023, mais ça on y reviendra. Donc, petite présentation rapide de notre chère star des internets, le panda, et plus exactement le panda géant par rapport à un autre animal très connu pour sa mignonitude, le pandarou ou petit panda. Alors que pourtant, phylogénétiquement, les deux animaux n'ont rien à voir, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. Et je vous préviens aussi, vous allez voir des vidéos de pandas, et sur quasiment toutes, ils bouffent. Et bah, c'est vrai que c'est mignon, hein. Niveau mensuration, on a un beau bébé d'1m50, 1m80 de longueur pour un poids moyen de 100 kg, pouvant aller jusqu'à 125 pour les plus gros. 1m80, 125 kg, on est sur un magnifique cube de fourrure. Il a d'ailleurs existé un panda nain qui vivait durant le Pléistocène, éteint il y a 2 millions d'années, donc c'est vraiment pas loin, et il faisait la moitié de nos pandas actuels, c'est-à-dire un peu moins d'1 mètre, et avait déjà toutes les caractéristiques des actuels. Un panda nain, ce qui fait scientifiquement de lui un panda encore plus mignon, exactement. Mais bon, il va surtout nous être utile pour comprendre un petit peu leur histoire évolutive. Alors du coup, les pandas géants font partie de la famille des ours, donc des ursidés dont il existe 8 espèces actuelles. 8 espèces réparties sur presque tous les continents à l'exception de l'Afrique et de l'Australie, ce qui fait en fait 2 continents en moins sur 5, donc presque tous les continents, pas vraiment. Mais si on considère l'Antarctique comme le 6e continent et qu'il y a dessus les ours blancs, ça fait 4 sur 6, donc j'ai raison. Bon, en tout cas, tout ça, là, bah, c'est avec la paléontologie moderne, la génétique, tout ça, hein, parce que, bah, avant, la zoologie, c'était pas trop ça. Il faut remonter dans les années 1800 avec Père David, un missionnaire parti explorer le monde, et plus particulièrement l'Asie orientale pour, évangéliser cette partie du monde, quoi, hein. Mais aussi, pourquoi pas, collecter des informations côté faune et flore de ces endroits. Et c'est un jour où il a été invité chez un habitant du coin à boire le thé qu'il a vu sur son mur la peau de ce qui semblait être un ours noir et blanc. Vous l'avez deviné, c'était la peau d'un panda géant. Et du coup, il a fait ce que n'importe quel zoologiste de cette époque aurait fait. Waouh, mais quel endroit magnifique! Une contrée encore inexplorée, un véritable oasis de vie sauvage, pleine d'animaux et de plantes encore inconnues et incroyables. Allons les répertorier. Ouais, voilà, c'était une autre époque, hein. Bon, bref. Du coup, des gens du coin lui en ramènent un quelques jours plus tard, hein, vivant, et pour le transporter, ils le tuent. Une autre époque, hein, bon. Après ça, dans une boîte, direction Paris avec un petit mot pour dire qu'il se nourrissait de bambou, et il l'appellera Ursus melanoleus. Ursus, ursidé, ours, melanoleus, mélanine, tout ça parce qu'il était noir et blanc. Du coup, nickel, sauf que arrivé à Paris, sa petite boîte, tout ça, il y a un autre mec qui le reçoit et qui fait oui, c'est un ours, mais ses os et ses dents sont différents, du coup on va faire une nouvelle catégorie, ce sera les Ailuropoda, groupe dans lequel sera placé pendant un moment le pandarou, parce que comme ils vivent au même endroit et ont presque le même régime alimentaire, on pensait qu'ils étaient liés. Avant, comme je l'ai dit plus tôt, que la génétique vienne confirmer qu'ils ne sont pas du tout en fait apparentés et que leur caractère commun soit en fait par convergence évolutive. Ouais, il y aurait aussi beaucoup à dire sur le pandarou, mais pour l'instant, on va rester sur le géant noir et blanc, hein, et sur ses origines, en s'intéressant un petit peu aux plus anciens fossiles de pandas retrouvés. On commence avec Eilurarctos, un panda qui vivait il y a 8 millions d'années durant le Miocène et découvert dans les années 90 dans une province du sud de la Chine. Et qui, à ma grande surprise lors de mes recherches, est dans le jeu Jurassic World Live. Voilà, je sais pas quoi faire de cette info, alors je la pose là. On remonte 10 millions d'années avant, donc il y a à peu près 18 millions d'années et des poussières, avec Crexogarctos et Agriarctos. Pour leur représentation, peut-être que comme moi, vous vous demandez pourquoi avoir choisi les mêmes couleurs de pelage que les pandas
panda actuels. Et je pense que c'est parce que l'ursidé le plus proche génétiquement du panda, c'est l'ours à lunettes qui vit en Amérique du Sud et qui lui aussi est noir et blanc. Donc ça paraît logique que des espèces de pandas, même disparues, aient aussi hérité de ces deux couleurs. Et sinon, dès que vous voyez Arctos dans un nom, vous pouvez vous dire que ça a sans doute un lien avec les ours. Et c'est le cas ici, puisqu'il s'agit de deux autres ursidés liés à notre cher panda actuel. Mais là où c'est plus étonnant, par contre, c'est leur lieu de découverte, parce qu'on n'est plus en Chine, mais en Grèce et en Hongrie. Et on a aussi retrouvé plusieurs fragments d'animaux du même genre en Allemagne et en France. Donc oui, il y a de grandes chances que le panda géant symbole de la Chine soit originaire d'Europe et qu'il peuplait le coin il y a à peu près 20 millions d'années, où le climat était tropical et où ça ressemblait plus ou moins à ça. Ah, vous l'aviez pas vu venir celle-là, hein? Bah moi non plus, hein, avant de faire ces recherches, hein. Par contre, il y a un truc que je m'étais demandé avant et où j'ai trouvé ma réponse, hein. Est-ce que vous avez déjà vu un squelette d'ours? Moi oui, hein, et entre un squelette de grizzly, d'ours blanc, d'ours à lunettes, etc., bah il n'y a pas beaucoup de différence, hein. Du coup, comment on peut être sûr qu'un squelette est bien celui d'un panda et non pas d'un autre ours quelconque? Eh bien pour ça, il y a deux choses qui font toute la différence. Deux choses qui sont liées à son alimentation. Les dents, et ça tombe bien, chez les mammifères, c'est ce qu'il y a de plus important. Avec les dents, tu peux savoir tellement de choses sur l'animal de son vivant grâce à ça. Et ça tombe encore bien, puisque les dents, c'est aussi ce qui se fossilise le mieux. Et donc, avec ça, on peut savoir que les plus anciens pandas retrouvés jusqu'ici avaient déjà une dentition adaptée à un régime omnivore, tendance végétarien, comme beaucoup d'ursidés au final. Mais par contre, ce qui ne trompe pas et qu'on ne retrouve chez aucun autre animal, c'est... Eh oui, leurs mains. Et comme d'hab, les images valent mieux que les paroles. Ça, c'est une patte avant d'ours des cavernes. Alors oui, déjà, on voit que c'est un sacré morceau et que ça ressemble beaucoup au nôtre. C'est d'ailleurs pour ça que je n'hésite pas à parler de main. En tout cas, c'est une main classique d'ours, on va dire. Et ça, c'est une main de panda. Bon, je sais pas si elles sont dans le même sens, mais de toute façon, on voit bien que celle du panda est un peu chelou. Et c'est pas pour rien qu'il sert de titre au livre de Stephen Jay Gould qui traite du sujet de l'évolution, sur lequel Paléogie a fait une rapide vidéo pour le présenter, qui sera en description, et qui m'a été très utile parce que ce livre je l'ai, mais je l'ai toujours pas lu et là il est perdu dans les cartons de déménagement, donc je suis pas sûr que je le revoie tout de suite. Bref, ce pouce du panda qui en fait n'en est pas un mais plutôt un sixième doigt, qui n'en est pas un non plus puisque c'est un os du poignet hypertrophié. Ouais, on dirait un espèce de bricolage foireux à partir du bordel osseux qu'on a nous les vertébrés au niveau des poignets, hein. Les gens qui ont le canal carpien comprennent tout à fait ce que je veux dire, hein, et attendez un jour qu'on s'attaque aux pieds humains, on va rigoler aussi, hein. Mais bon, ça, faut remercier la bestiole qui a eu la bonne idée de sortir de la flotte il y a 430 millions d'années. Bon, bref, retour à ce fameux pouce du panda qui, comme je l'ai dit, est un os du poignet hypertrophié, et du coup, bah c'est pratique. Si c'est osseux, ça veut dire que ça se fossilise. Et c'est comme ça qu'avec les dents, on peut savoir que tel ou tel ursidé est apparenté à nos pandas modernes. Puisque pareil, on retrouve ça chez les plus anciens représentants découverts jusqu'à aujourd'hui. Et comme vous le voyez, ça a une forme vraiment particulière, et ça se voit pas forcément très bien sur l'animal de son vivant, vu le pelage du machin, mais ça se voit indirectement, puisque dans toutes les vidéos qu'on a vues où il bouffe du bambou, bah on dirait que les branches lui tiennent magiquement dans la main. Eh bien non, c'est ce sixième doigt qui lui permet de la caler comme ça. Là encore, un dessin vaut mieux qu'un discours, en gros ça donne ça, et ça tient un peu le rôle du pouce opposable chez nous. Ça donne un peu l'impression qu'il a un pouce sous le pouce. Du coup, ils sont 2 fois plus efficaces pour donner des coups de pouce. Ouais, alors non, cette blague, là, même à l'écrit, déjà, je la sentais pas, à l'oral, c'est pareil, c'est naze, hein. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu leurs origines, on va se repencher sur cette histoire de pouce à trappe-bambou. Et surtout, son régime alimentaire très particulier, composé à 99% de végétaux, et principalement, le bambou. Je pense que tout le monde connaît cette plante, mais quand même quelques trucs dessus. Bon, déjà, ça veut pas dire grand-chose, hein, parce que sous le nom bambou, en fait, tu peux y mettre plus de 900 espèces, qui, en gros, se développent par rhizome, ce qui correspond un peu à ce qu'on pourrait appeler des racines chez les arbres. Parce que oui, les bambous ne sont pas des arbres, mais des poissés. Ce qu'on appelle aussi, communément, l'herbe. Donc oui, le panda est herbivore, ça colle parfaitement. Et certaines espèces peuvent grandir jusqu'à 1 mètre par jour. Ça fait beaucoup là, non? Ah oui, c'est sûr que ça fait beaucoup, et ça explique un peu le principe de la torture du bambou. Ouais, c'est pas mignon, hein, on est d'accord. Alors que ça... Oh... Ah, non, 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 non. Oh... Bon bref. Bref, le bambou ça peut faire mal, mais on peut aussi faire plein d'autres trucs cool, hein, comme des constructions de ouf. Ouais, on est très loin du niveau de mes cabanes dans les arbres quand j'étais gosse, hein. Oui, c'est impressionnant et peut-être plus stylé que ma pièce qui pourtant est en bois elle aussi, hein. Mais on peut aussi faire plein d'autres trucs cool avec du bambou, comme des instruments de musique, comme cette flûte par exemple. Quoi, vous voulez une démo?
Bon allez d'accord. Pourquoi je n'existerai pas? Ouais, je sais, c'est impressionnant. Et sachez que je serai en concert privé au Jardiland de Dunkerque, au rayon fleurs de jardin. Bon bref, on retourne un petit peu de sérieux, hein, avec le panda, parce que la musique, c'est cool, mais ça, le panda, il s'en fout. Oui, il veut pas faire des flûtes ou des cabanes dans les arbres, lui, il s'en fout, il veut juste en bouffer un maximum. Et quand je dis un maximum, c'est pas au hasard, puisqu'il peut engloutir jusqu'à 20 kilos par jour. Ça fait beaucoup là, non? Ouais, ça fait beaucoup, même pour un animal de ce gabarit. Et ça va me permettre d'aborder ce dont je voulais parler absolument, ce pourquoi je voulais faire une vidéo sur cet animal, le concept de cul-de-sac évolutif. Alors je sais pas si c'est très scientifique comme terme, hein, mais de toute façon, comme je vais encore une fois tout simplifier à mort pour pas passer 1 heure sur chaque terme, je pense que ça va le faire. Donc, c'est parti! Le panda est un ours qui mange du bambou. Beaucoup de bambou, sauf que le bambou, déjà, c'est pas super nutritif. Si vous en avez vu en vrai, vous savez que c'est juste, en gros, un tube très dur et surtout très vide. Ouais, je confirme, c'est pas terrible. Hein. Mais même s'il en mange beaucoup, l'autre souci, c'est qu'il ne peut en digérer que 17%. Et ça, non, ça fait pas beaucoup. Hein. Surtout qu'il passe en fait la majeure partie de son temps à mâcher ces fameux bambous, parce que c'est hyper dur comme je l'ai dit, et qu'il n'a pas les bactéries nécessaires dans son organisme pour bien digérer la cellulose. La cellulose, c'est ce qui fait le bois en gros. Hein. Une raison à ça, c'est que les ours ne possèdent pas de sécom, ça s'écrit comme ça. C'est au début du gros intestin, et c'est là où sont les bactéries de la flore intestinale. C'est un truc que la plupart des animaux omnivores et herbivores, nous compris, mais qui est plus rare chez les carnivores. Et vous l'avez deviné, on trouve pas ça chez les ursidés. Mais vous savez aussi quel autre animal partage aussi de ces caractéristiques si étranges? Ouais, le pandarou, il a aussi un 6e doigt qui est un os du poignet hypertrophié hérité de ses ancêtres carnivores et lui aussi mange du bambou. Alors pas que ça, hein, lui il est un peu plus généraliste avec d'autres plantes et un peu de viande, mais en tout cas pareil, pas de sécom, donc une digestion pas très efficace. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je pense qu'on les a appelés tous les deux des pandas et qu'on les avait mis dans une même famille pensant qu'ils avaient un ancêtre en commun, alors que non, ils ont hérité de tout ça indépendamment en vivant dans le même milieu avec une alimentation à peu près similaire. Tiens, et c'est marrant, dans Indépendamment, il y a panda, comme de par... Non, c'est bon, j'arrête. Donc si vous suivez un petit peu mes vidéos, hein, vous savez ce que ça veut dire quand deux organismes pas apparentés ont les mêmes caractéristiques parce qu'ils vivent dans le même milieu, hein. Voilà, et cul-de-sac évolutif parce que il passe son temps à bouffer du bambou qu'il mastique et qu'il a du mal à digérer. D'ailleurs, oui, il en mange beaucoup, hein, et il n'en digère pas beaucoup. Du coup, ce qui fait que ce qui rentre à un moment doit aussi... Heureusement que je suis en face cam, celle-là, pour pas l'illustrer. Hein. Ok, bon, je crois que vous avez compris. Bref, du coup, il se nourrit principalement de bambou, hein, qu'il mange, qu'il tient grâce à un espèce de 6e doigt bricolé, alors ce qui fait qu'il est hyper spécialisé dans ce type de nourriture, ce qui fait que du coup, il n'a pas vraiment de concurrence niveau niche écologique. À part, comme j'ai dit, peut-être le pandarou, et encore, bon, on n'est pas sur le même gabarit, hein. C'est un peu le même cas que le koala en Australie, par exemple, hein. Il est le seul à pouvoir manger de l'eucalyptus, même si c'est pas nutritif non plus, hein, donc il passe son temps à bouffer et évacuer. Mais d'un autre côté, vu qu'il est le seul à en manger, il a pas de concurrence non plus. Mais par contre, être hyper spécialisé, c'est à double tranchant, hein. Ça peut être un avantage, parce que comme pour le bambou ou l'eucalyptus, il y a que eux qui en mangent, du coup, il y a pas de concurrence. Mais par contre, s'il jamais il arrive quelque chose au bambou, à l'eucalyptus, c'est l'extinction qui te guette. Hein. Du coup, d'où l'expression cul-de-sac évolutif. Hein. C'est un avantage dans un milieu stable, sauf que les milieux restent rarement stables. Hein. C'est pour ça qu'il y a toujours plein d'espèces qui disparaissent sans arrêt. Hein. Surtout que là, pour le panda, il y a aussi un autre petit truc qui n'aide pas. C'est parti pour le point. Le point kékette. Et oui, l'une des choses connues sur les pandas et qui n'est pas exagérée, c'est qu'on est très loin de la réputation des lapins ou des bonobos. Un panda, c'est solitaire, ça supporte pas trop les autres pandas, sauf les femelles en période de chaleur, ce qui n'arrive que 1 ou 2 jours par an. Alors, elle prépare le terrain avant ça en mettant son odeur partout où elle peut et en émettant des cris particuliers. Donc si vous voyez des vidéos d'un panda qui frotte son fion sur un autre, vous savez que c'est une femelle et qu'elle n'a pas envie de beurrer les sandwichs. Chérie, j'ai besoin de toi pour illustrer un truc pour ma vidéo. Ah, je pense que c'est non.
Dans tous les cas, après tout ça, phéromones, les cris, tout ça, et ben il faut encore qu'il y ait un mâle qui passe dans le coin à ce moment-là et que lui aussi il soit dans le mood. Et apparemment ça arrive pas très souvent, hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez déjà entendu parler de porno panda, hein, des films qu'on montre aux pandas en captivité pour essayer de leur faire lâcher leur bambou 2 minutes, hein, et faire monter un petit peu leur libido. Je ne sais pas si ça marche, hein, mais en tout cas je voulais absolument en parler. Et doucement YouTube, je parle bien de panda là, hein. Je sais que t'as la démonétisation facile en ce moment, attention. Et c'est donc quand les planètes sont alignées, que le taux d'hygrométrie ne dépasse pas 32% et que 2 pandas se croisent au bon endroit au bon moment que se produit le miracle de la vie. Magnifique illustration, hein. Après ça, on a aussi une bizarrerie de plus chez cet animal, puisque la femelle pond littéralement une larve de panda. Non mais regardez-moi ça, on dirait une saucisse cocktail qu'on aurait ramassée après l'avoir fait tomber sur de la moquette. C'est tout petit, c'est tout rose, c'est aveugle, et il faut faire gaffe parce que la mère, qui n'est pas spécialement agile comme tous les pandas, bah elle risque de l'écraser. À tes souhaits. C'est pour ça qu'en captivité, ils sont très surveillés, parce que vous avez compris la difficulté que c'est d'avoir des bébés pandas. Alors j'ai honteusement piqué les photos du zoo de Beauval, mais elles sont trop bien pour voir leur croissance. Et on se rend compte que ça grandit assez vite, mine de rien, et qu'au bout de 2 mois, ils peuvent déjà devenir des stars de YouTube et accumuler des millions de vues. Un peu comme chez nous d'ailleurs, hein. Mais au-delà de leur potentiel de buzz sur les internets, on peut se demander pourquoi autant d'efforts pour un seul animal. En tout cas, c'est une question qui s'est posée, et dit comme ça, c'est un peu provocateur. Mais c'est surtout, en fait, je pense, pour mettre en lumière qu'il y a d'autres animaux de Chine qui mériteraient un petit peu d'aide pour ne pas disparaître. L'exemple le plus parlant, je trouve, c'est la panthère des neiges, dont certaines vivent au même endroit que les pandas géants, et comme vous le voyez, elles aussi ne sont pas très nombreuses, mais n'ont pas autant d'intérêt médiatique que nos nounours noirs et blancs. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi ils sont noirs et blancs? Eh bien, je vais vous le dire. Autrefois, les pandas étaient tout blancs, mais un jour, ils allèrent à l'enterrement d'une petite fille. En signe de deuil, ils avaient pris de la cendre dans leurs mains. Comme ils étaient très tristes, ils se frottèrent les yeux pour essuyer leurs larmes. Pour se consoler, ils s'entourèrent de leurs bras, ils se bouchèrent les oreilles pour ne pas entendre les pleurs, et depuis ce jour, les pandas sont blancs et noirs. C'est beau, hein, mais c'est faux surtout, hein. Bien évidemment, c'est une légende chinoise, hein. Si j'en parle, c'est un petit peu pour parler de toute la symbolique qu'il y a derrière cet animal dans la culture chinoise. Tellement qu'il existe une diplomatie du panda qui sert des intérêts politiques, puisque là-bas, il est considéré comme un trésor national, hein. Ce qui perso me fait un peu tiquer, hein, de considérer un animal comme une sorte d'objet. Mais d'un autre côté, vu que c'est fait pour consolider des accords de paix entre pays et que ça sert aussi à la protection d'autres animaux, c'est un mal pour un bien, on va dire, hein. Et du coup, vous voyez que mon délire de théorie conspi à base de mascotte antiracisme, au final, c'est un peu crédible, hein. Bon, crédible dans un PMU à 3h du mat avec 4 grammes, mais quand même. Et pour rester sur la couleur, tous les pandas ne sont pas noirs et blancs, il existe une sous-espèce de panda géant. C'est en gros une population qui vit à un endroit bien précis de Chine sur les montagnes de Qinling. On les appelle donc les pandas de Qinling, que je suis sûr de mal prononcer comme d'hab, et qui vivent en altitude. Et parmi eux vivent quelques individus avec un pelage marron clair à la place du noir. Bon, on en a répertorié seulement 7 en 25 ans, mais c'est quand même stylé et peut-être qu'il y en aura plus dans le futur. Est-ce que vous voulez que j'aille voir s'il y en a d'autres, histoire de les répertorier? Non merci, ça va aller, hein. Bref, du coup, le panda est l'exemple parfait aussi du concept d'espèce porte-drapeau, c'est-à-dire une espèce tellement populaire que son cas va servir un petit peu à, à sensibiliser le grand public, les gens à la protection animale en général, avec d'autres espèces moins populaires ou moins mignonnes. Un autre exemple, après la panthère des neiges, on peut parler du dhole, qui est un canidé d'Asie, qui est très menacé aussi, mais bien moins populaire. Mais grâce à l'argent récolté, on va dire via l'influence du panda, une partie peut servir aussi dans la protection et la sauvegarde du dhole. Bon après, ça marche bien avec les mammifères ou les oiseaux quand ils sont beaux, hein. Par contre les reptiles, les amphibiens, et je parle même pas des insectes, là évidemment, tout le monde s'en fout. Et tiens, tant qu'on est dans les bonnes nouvelles, hein, et qu'on parle de protection animale, et que il y a un petit peu le logo quand même, le symbole de la WWF, hein, est-ce que vous savez combien il y avait de pandas dans le monde en 1980? Donc c'était à peine il y a 50 ans. Hein. Eh bien, il y en avait 1114. Ça fait pas beaucoup, on est d'accord, hein. Mais l'avantage, enfin, le bon point, on va dire en tout cas, c'est que du coup, ces efforts de conservation ont fini par payer, et qu'aujourd'hui, on est plus autour des 1800. C'est pas beaucoup non plus, mais quand on comprend un petit peu la difficulté que c'est de les faire se reproduire, etc., 1800, c'est pas si mal.
1800, je pense que ça fait beaucoup quand même. Je devrais peut-être aller en répertorier quelques-uns. Non, t'inquiète, te donne pas autant de peine, hein. Bon, bref. 1800, c'est pas si mal, hein, surtout que quand on parle de protection du panda, en fait, on devrait surtout penser en tout cas à la protection de son environnement. Du coup, protéger de la déforestation, du braconnage, etc. Oui, et comptez sur moi pour continuer à parler de ce genre de choses, parce que bon, bah, les espèces disparues, c'est bien, mais les espèces pas encore disparues, c'est mieux. Bon, et bien après tout ça, je pense que vous en savez un peu plus sur un animal si populaire en apparence qu'étonnant en anecdote. Mais un ours qui mange du bambou avec un système digestif de carnivore et avec un pouce bricolé avec des os du poignet, évidemment que je me devais d'en parler un jour. Et vous inquiétez pas, des trucs du genre, j'en ai encore quelques-uns en stock. Bon, là-bas, je pensais aussi faire un aparté sur le panda dans les films, séries, jeux vidéo, pop culture, etc. Mais en fait, c'est pas possible, il y en a trop tellement il est populaire. Hein. Pensez, je sais pas, à Kung Fu Panda ou n'importe quel film d'animation se passant dans une ambiance asiatique en général. Je pense par exemple aussi au Pandaria de World of Warcraft ou Panda dans Tekken 3, Ranma 1/2. Bref, je suis sûr qu'il y en a tellement que c'est impossible de tout répertorier. Bon, au moins, ceux-là, il pourra pas les buter, c'est déjà ça. Les répertorier, pardon. Donc, en tout cas, j'espère, en attendant que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des trucs. Hein. Oui, vous l'avez vu, elle a mis un peu de temps à sortir, parce que, comme vous voyez, un petit peu de changement. Hein. Et du coup, d'ailleurs, je voulais faire un grand merci aux gens qui ont pu me soutenir sur Tipeee. Vous imaginez pas à quel point vous avez pu m'aider, hein, si vous connaissez un petit peu le système de YouTube et ce qui se passe quand on sort pas de vidéo pendant plusieurs mois. Après, si vous voulez me soutenir, vous pouvez toujours liker, partager et commenter, c'est ce que je préfère puisque au moins ça je le vois. Hein. Mais sinon, de toute façon, Tipeee est toujours en description. Si jamais je dis ça, je dis rien. N'hésitez pas non plus d'ailleurs à activer la cloche, hein, puisque ça permet d'avoir des notifications quand je sors une vidéo, hein, ce qui n'arrive pas très souvent, mais qui va changer, j'espère. Merci aussi à MyHeritage de soutenir la chaîne. Hein. Si jamais, comme j'ai dit, vous voulez un petit peu fouiller votre arbre généalogique et que, contrairement à moi, vous n'avez pas de pouvoir chamanique, eh bien au moins, vous avez un code qui lui aussi sera disponible dans la description. Bon, en tout cas, maintenant que je suis bien installé et motivé à refaire des vidéos, eh bien comme vous l'avez vu, j'aime bien partir me servir un petit peu de théorie un petit peu débile et d'articles un peu moisis là, pour parler d'autres choses à côté. Hein. Donc si jamais vous voyez traîner ça sur les internets, eh bien n'hésitez pas à m'en parler, hein, que ce soit sur Twitter, Insta, Facebook ou je sais pas. Hein. Après, j'ai déjà pas mal d'idées, hein, rassurez-vous, mais on sait jamais, je suis preneur, ça peut peut-être m'en inspirer de nouvelles. De toute façon, n'hésitez pas non plus quand même à me suivre sur les autres réseaux, hein. J'essaie de proposer autre chose que ce que je fais ici, hein. Ça peut être, je sais pas moi, des mini-quiz, des mini-FAQ ou des lives si j'arrive à me motiver. Hein. Dans tous les cas, eh bien, j'espère que celle-là vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine, bonne soirée, et c'est déjà pas mal. Et dans les instruments en bambou, j'avais aussi cette guimbarde en bambou. Alors attention, un petit extrait. Abonne-toi.